Bienvenue sur Budget Chéri, le podcast de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent, aligner leurs dépenses avec leurs objectifs de vie et en finir avec les excuses et l'endettement. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière, ni comptable, ni experte financière. Je parle simplement d'argent avec vous, sans jargon et sans chichi. Pour cet épisode, j'ai reçu David Béniguet pour ma toute première interview. J'avais très envie de recevoir David dans le podcast pour faire découvrir le métier de coach budgétaire. Se faire aider pour mieux gérer son argent est un sujet qui me touche beaucoup. D'un côté, on a les Français qui sont nombreux à manquer cruellement d'éducation financière et budgétaire, et de l'autre, la société qui nous fait croire que gérer son argent devrait être inné. Et quand on n'y arrive pas, bien, on se culpabilise et on finit par ne rien faire. Alors pour sortir de cette impasse, on peut parfois avoir besoin d'aide. Comme on a parfois besoin de l'aide d'un psy quand on va mal, de l'aide d'un coach sportif quand on n'arrive pas à trouver la motivation pour faire du sport, ou d'un programme minceur quand on n'arrive pas à changer ses habitudes alimentaires. Le coach budgétaire, c'est exactement pareil. Il est là pour pointer les mauvaises habitudes, les corriger, et aider à garder l'implication sur le long terme pour provoquer un changement vraiment durable. J'ai beaucoup aimé échanger avec David. David a un parcours atypique. Il est d'abord ingénieur de formation. Dans le bois, il a travaillé 7 ans dans cette industrie avant d'avoir envie de changement. Il n'est pas tombé dans la marmite financière par hasard. C'était d'abord une appétence personnelle pour le sujet. Et ensuite, il a eu un coup de cœur professionnel qui lui a fait changer de voie. Il est devenu expert financier sur le tard et non expert de formation du coup, ce qui est un des premiers sujets qu'on a abordé dans le podcast. Dans le podcast, on a aussi parlé de la notion d'expertise sur les sujets de finances personnelles, de la posture du coach et des faux beaux conseils de certains experts. On a essayé de comprendre quelle était la part du bon sens dans le fait d'adopter une bonne gestion budgétaire. On a aussi parlé des différents profils de personnes qui l'accompagnent en coaching et du lien étonnant qu'il existe entre le fait de bien gagner sa vie et le fait d'avoir encore plus de difficultés à bien gérer son argent. On a évidemment beaucoup parlé de budget, de la différence qu'il y a entre suivi de dépenses et budget, de comment est-ce qu'on fait un budget, comment ne pas abandonner à la première difficulté et comment trouver une bonne source de motivation pour faire son budget. C'est pas le seul sujet qu'on a abordé, on a évidemment beaucoup parlé du poids des mauvaises habitudes dans la gestion d'argent, de l'importance d'avoir des objectifs pour réussir à changer ses habitudes et du fossé qu'il peut y avoir entre les objectifs qu'on se fixe et les moyens qu'on se donne pour y arriver. Et enfin, on a aussi pas mal échangé sur la notion de privation. Est-ce que faire un budget, c'est se priver et comment faire un budget sans se priver ? J'aurais aimé qu'on ait encore plus de temps pour décortiquer la façon dont se passe un accompagnement type de coaching, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site de Plenit Finance, plenit-finance au pluriel.fr. Vous pouvez évidemment rejoindre aussi la newsletter de Budget Chéri sur budget-chéri.com et surtout, n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes si le podcast vous a plu. Ça permettra de le soutenir et de le faire connaître à un maximum de gens. Bonjour David. Bonjour Delphine. Merci d'avoir répondu présent. C'est le premier podcast sur lequel je reçois un invité, donc je suis ravie d'inaugurer les interviews sur ce podcast. Merci à toi. Alors aujourd'hui, je t'ai invité parce que tu es de métier coach budgétaire et ça me paraissait hyper intéressant de faire découvrir ça aux auditeurs et de parler un petit peu du sujet. Mais avant qu'on parle de ton expérience en tant que coach, j'aimerais bien que tu me parles un peu de toi, de ton parcours. Il est assez atypique et assez loin de la finance finalement, donc je trouvais ça assez intéressant de commencer par ça. Effectivement, le métier que j'exerce aujourd'hui, il répond pas forcément à des codes et à un parcours déjà de formation, d'apprentissage classique ou tout tracé. Donc, il a fallu le construire, ce parcours. Pour te parler un petit peu de ce parcours rapidement, moi, ma formation initiale, c'est une formation classique en maths, en sciences, passé par Maths Sup, Maths P pour les écoles d'ingé. Et donc, en l'occurrence, j'ai un diplôme en poche d'ingénieur spécialisé dans l'industrie du bois, dans la gestion de production dans le domaine du bois. Donc, une école à Nantes qui s'appelle l'École supérieure du bois. J'ai exercé pendant quelques années, à peu près 7 ans, dans cette industrie du bois,
en tant qu'ingénieur méthode, chef de projet pour la mise en place de logiciels de gestion à l'époque. Et donc c'est la première partie de ma vie professionnelle que j'ai fait dans cette filière, dans cette carrière. Et puis à un moment donné, j'ai fait une rencontre. Alors cette rencontre, elle s'est révélée à moi parce que j'étais déjà un petit peu prêt à switcher, à faire ce changement dans ma vie professionnelle. J'ai deux changements en fait à ce moment-là. J'avais une grosse envie d'entreprendre d'une part. Donc j'avais pas forcément vocation à quitter mon industrie de départ, mais j'avais une grosse envie d'entreprendre. Et puis à titre personnel, j'étais très influencé par les questions de développement personnel et de gestion financière. J'ai plutôt cheminé moi de mes questions on va dire d'enrichissement globalement vers ensuite le développement personnel. Et j'ai croisé la route de Cédric, donc fondateur de Plénitude Finance, qui lui a fait un petit peu le chemin inverse. En partant du développement personnel, il s'est un petit peu rapproché de la gestion budgétaire. Et la première fois que j'ai lu l'interview dans laquelle il présentait son concept, ses idées, j'ai été séduit. J'ai été séduit parce que finalement, j'étais dans cette cible de gens qui n'avaient à l'époque pas forcément beaucoup de temps à accorder à leur gestion financière. J'avais des aspirations forcément comme tout individu, j'avais des aspirations, des projets, des projets de vie à vivre. Je bricolais un petit peu, ça te parlera ça, je bricolais un petit peu dans Excel à l'époque, mais Ouais, ça me finalement parle. j'avais pas non plus trop d'idées de ce vers quoi je voulais avancer, mais je voulais un petit peu implémenter une sorte de méthode qui me soit propre quand même, sans avoir trouvé quelque chose qui me plaisait sur ce qui existait dans le marché. Et puis j'étais aussi, dernière caractéristique à l'époque qui retranscrit pas mal ce que vivent, je pense, nos clients aujourd'hui, c'est que j'étais beaucoup dans le suivi à l'époque, suivi de ce que je pouvais dépenser à droite à gauche, et peu dans l'anticipation. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais ce qui fait la spécificité aujourd'hui de notre métier, c'est d'aider nos clients à se projeter et de se fixer des objectifs. C'est une vraie caractéristique du coaching, en l'occurrence. On va reparler de ton métier parce qu'il y a plein de choses à dire sur le coaching budgétaire. Ouais. Mais c'est quand même c'est hyper intéressant parce que tu viens d'un milieu qui a vraiment rien à voir avec la finance, quoi. Et du coup, en fait, c'est vraiment une appétence personnelle. Et en plus, au moment où, si je comprends bien, où tu décides de faire le switch, c'est-à-dire où tu décides finalement d'arrêter ta carrière dans l'ingénierie du bois et où tu te dis, est-ce que je rejoindrais pas Cédric, qui aujourd'hui est ton associé? En fait, à ce moment-là, on peut pas vraiment dire que tu es un expert, quoi. Exactement. Je suis loin d'être un expert parce qu'en fait, je suis à la fois loin d'être un expert et en fait, c'est toutes ces questions d'ordre financier, elles ont la particularité de relever du bon sens en fait. Et donc, c'est marrant ce que tu dis parce que est-ce que tu as vraiment l'impression que les questions de gestion d'argent relèvent du bon sens? Parce que justement, moi, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de bonne pensée commune, que tout le monde considère que bien gérer son argent, bah c'est un peu inné, quoi. Genre, on a un gène du budget et en fait, ou que justement c'est du bon sens, quoi. On devrait tous être capables de bien gérer notre argent parce que c'est du bon sens. Et c'est marrant que tu dises ça en fait. Aujourd'hui, finalement, après, voilà, on va faire un saut dans le temps, mais après quelques années de recul, est-ce que tu dirais la même chose? Est-ce que tu dirais que il suffit juste d'avoir du bon sens pour bien gérer son argent? Non, bien sûr que non. C'est facile à dire avec du recul. Tu as raison. En fait, il y a un paradoxe parce que il y a différents sujets dans la gestion financière aussi. Il y a tout ce qui relève de certaines expertises malgré tout, toutes les questions qu'on va se poser autour de l'assurance, autour de la fiscalité, autour du patrimoine, autour du monde bancaire même en soi, tout ce qui va relever des crédits, en tout cas de tout ce qui peut être des produits en soi complexes à maîtriser et pour lequel on n'a pas d'apprentissage en fait non plus pour ces sujets-là et pour lequel on a aussi des experts à qui se référer. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui nécessite une forme d'expertise, de connaissance. Et puis, il y a tout le volet purement budgétaire sur lequel, effectivement, il suffit du bon sens pour se dire, nous, il n'y a qu'une seule règle qu'on essaye de
de faire respecter à nos clients, c'est qu'ils apprennent quand même globalement à dépenser moins que ce qu'ils gagnent. Et cette règle-là, c'est la première règle de bon sens. Et c'est en ça que la gestion budgétaire, c'est une question très facile à régler en soi. Sur le principe, en tout cas, c'est facile à comprendre. C'est beaucoup plus difficile à exécuter et à mettre en œuvre. C'est plus complexe, en tout cas, à mettre en œuvre parce que il y a plein de tenants, d'aboutissants dans la gestion budgétaire, des notions de contraintes personnelles, familiales, d'entourage, de contraintes de coût de la vie, et puis une certaine mise en tension entre le quotidien et nos aspirations aussi. Et tout ce cocktail un petit peu, il y a un cocktail de beaucoup d'idées un peu contradictoires, paradoxales, en effet, plein de paradoxes, qui font que résoudre cette équation de dépenser moins que ce qu'on gagne, ou de dépenser beaucoup moins que ce qu'on gagne pour pouvoir, en tout cas, se permettre d'épargner, par exemple, c'est un des objectifs de la gestion budgétaire, et bien, ça fait un cocktail un petit peu difficile à résoudre. Et j'avais pour illustrer ça, on en avait pas parlé en préparant un petit peu ce travail, cette interview, mais moi-même, j'étais un peu, pour refaire un petit peu d'histoire encore plus loin que ce que je viens de dire sur mon parcours professionnel, moi-même, je me rends compte que déjà tout jeune, j'étais influencé par deux choses un petit peu différentes, deux courants un petit peu contradictoires. J'ai tendance à penser que ce qui fait aujourd'hui mon parcours, c'est deux influences par deux grands-pères avec deux visions un peu différentes. Alors déjà, ils avaient quand même tous les deux le point commun d'être entrepreneurs et commerçants. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis un peu lancé quand même à mon propre compte, ou en tout cas dans cette nouvelle aventure Plénitude Finance. Mais l'un a plutôt bien réussi, il avait constitué un patrimoine important. Et ça, de son côté, ça a plutôt alimenté, en tout cas à travers mes yeux de gosse, ça a un peu alimenté mes rêves de gosse, d'avoir comme lui une belle vedette de plaisance, et du coup, tu vois, de se constituer un patrimoine, d'avoir une belle vie, en tout cas bien riche sur ce plan financier, patrimonial, et peut-être un peu superficiel en fait. Et puis l'autre, qui avait peut-être plus de difficultés dans sa vie d'entrepreneur aussi, dans des métiers complètement différents, et qui, du coup, malgré ce manque de moyens, a une gestion aussi budgétaire plus rigoureuse et m'a montré qu'avec même peu de moyens, mais un peu de sérieux, de discipline, on pouvait apprendre à générer de l'épargne et même investir en bourse, comme lui a fini par le faire aussi. Et c'est se nourrir d'un peu ces deux contradictions, d'un côté, ou de ces deux motivations finalement, hein, la motivation du rêve de gosse qui a envie d'un peu s'enrichir par ce qui lui fait un peu briller les yeux, et puis de l'autre que mine de rien, avec du travail aussi, on peut arriver à gérer son argent, même le peu d'argent qu'on a, pour en faire quelque chose de positif au service de ses projets aussi. Et du coup, toi, à quel moment en fait, parce que c'est un sujet effectivement, tous les deux avant cette interview, on en a pas mal parlé, mais à quel moment tu t'es considéré vraiment expert, parce que du coup tu as commencé à toi-même appliquer une méthode pour toi-même, accompagner des gens, et puis et je sais que tu me disais que chez Plénitude Finance vous luttez beaucoup contre le mythe de l'expert, en fait, qu'il faut forcément être banquier, comptable ou avoir fait des longues études en finance pour pouvoir aider les gens, accompagner les gens et avoir des méthodes budgétaires saines, quoi. Et du coup, ça m'intéresse de savoir, toi, à quel moment tu t'es senti un peu, on va dire, légitime, en fait, sur le sujet. Ce qui est important pour nous, en tant que coach aujourd'hui, parce que c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait, c'est à travers la réponse que je vais te faire sur mon cas particulier, c'est le cas aussi pour l'ensemble des coachs qui constituent le réseau Plénitude Finance aujourd'hui. Ce à quoi on est très attaché, c'est à appliquer pour notre propre compte la méthode qu'on a développée, qu'on a créée. Donc finalement, c'est à partir du moment où moi-même, après, je ne sais plus à l'époque, mais après 6 à 12 mois de pratique, même peut-être plus, parce que je n'ai pas tout de suite commencé à devenir coach tant que j'avais mon métier en parallèle, peut-être après 18 mois de pratique, j'avais appliqué de façon assidue quelque chose qui était une méthode qui portait ses fruits. Et donc, j'étais légitime sur le plan, en tout cas méthodologique, à faire appliquer cette même méthode à d'autres personnes. Après, il y a forcément un deuxième champ, il y a le champ de l'accompagnement. Celui-ci, malheureusement, on peut pas savoir si
c'est pas forcément inné d'être coach, ça s'apprend aussi. Il y a des écoles pour ça. J'ai pas fait forcément d'école moi pour être coach, mais c'est quelque chose que Plénit Finance là nous donne, que Cédric en l'occurrence, pour lequel m'a donné ma chance, c'est de me dire, on se lance après en tant que coach en se disant est-ce que tu as la capacité d'écoute nécessaire, la capacité d'accompagnement nécessaire, la capacité de questionnement nécessaire pour pouvoir, en plus de la méthode, accompagner des clients en toute bienveillance et de façon humaine, rigoureuse, comme n'importe quel coach en tout cas, pour aider les gens à progresser. Donc je me suis senti légitime à partir du moment où j'étais rigoureux dans la méthode et que je l'appliquais à moi-même. J'étais légitime pour parler de cette méthode qui fonctionnait. Et à partir du moment où, dans un deuxième temps, j'ai accompagné mon premier, mon deuxième, mon troisième client avec qui la relation s'est bien établie et qui avait cette confiance qui s'était instaurée. Et à partir du moment où tu as la confiance dans ce rôle de coach de la part de tes clients, tu es forcément légitime pour accompagner d'autres clients par la suite. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que si tu transposes ça finalement aux gens que vous accompagnez, eux aussi peuvent se dire attends, aujourd'hui je suis une méga quiche sur les questions de gestion. Enfin, je gère pas bien quoi. C'est en dilettante, c'est au feeling, etc. Mais en fait, c'est pas parce que j'ai pas fait de la comptabilité ou un diplôme de gestion quelconque, financière, etc., que je peux pas devenir maître de mes finances. Voilà, l'idée c'est pas de devenir le comptable du voisinage, quoi, mais l'idée c'est de reprendre le contrôle sur ses finances. Et en fait, finalement, à travers ton parcours, et moi aussi, hein, tu vois, ça m'inspire parce qu'au final, j'ai à peu près le même parcours que toi. J'ai pas fait d'études financières, je suis pas bancaire, je suis pas comptable, et pourtant c'est une passion. Beaucoup de lectures et de méthodes qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui et finalement où je revendique une forme d'expertise, quoi. Ouais. Donc en tout cas, je trouve que le message est assez positif pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être galèrent, quoi. C'est vrai que pour compléter sur ce mythe de l'expert, ce dont on est persuadé, après avec plus ou moins de facilité pour certains, mais c'est important que les gens comprennent qu'ils peuvent se réapproprier ce sujet-là, que c'est pas un sujet qu'on est obligé de déléguer à son banquier, et clairement de toute façon le banquier c'est pas un sujet sur lequel il va beaucoup vous aider de toute façon, mais en tout cas sortir du mythe où on a besoin d'une expertise externe. Cette expertise on peut l'acquérir, d'autant plus que là on parle de finances personnelles, on parle pas de comptabilité en soi, de comptabilité professionnelle, de comptabilité d'entreprise. Et le sujet des finances personnelles, dans finances personnelles, il y a finance et il y a personnel. Donc, le bon sens du côté financier, on peut l'acquérir assez facilement pour de la gestion personnelle. Et l'aspect personnel, il a tout son sens. C'est-à-dire que on doit apprendre à maîtriser des flux dont on est les seuls à comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Il est beaucoup plus efficace d'acquérir quelques clés par la méthode, par la formation. C'est notre métier, de donner ces quelques clés. Donner des clés de compréhension de soi-même aussi derrière, mais finalement acquérir ces clés-là pour toute la durée de sa vie après derrière, c'est un gros actif d'être capable de maîtriser. C'est un investissement en soi, mais c'est du coup un gros actif par la suite de pouvoir être capable de se poser ces questions-là tout au long de sa vie et par soi-même, et de pas attendre de déléguer ça à quelqu'un d'autre qui sera toujours moins pertinent que vous dans les questions qui se posera pour vous, quoi. Et du coup, ça m'amène à la question. Alors, peut-être que certains ont peut-être déjà un peu compris ou imaginent assez bien ce que peut être un coach budgétaire, mais j'ai envie que finalement que tu présentes ton métier assez simplement, quoi. Effectivement, déjà quand on précise, on se présente en tant que coach financier ou coach budgétaire, mais c'est vrai qu'on est plus sur ce volet budgétaire. Pourquoi ? Parce que le cœur de la méthode, je parlais tout à l'heure de méthode, le cœur de nos processus est basé sur le principe de savoir construire un budget au service de ses projets. Donc notre baseline un petit peu, c'est vraiment la maîtrise de votre budget au service de vos projets, sous-entendu au service de votre développement personnel aussi, qui passe par la réalisation de certains projets. Donc ça c'est un premier point. En tant que coach, au moins, on est du coup comme je disais tout à l'heure, des humains bienveillants qui sont là pour accompagner un individu à cheminer d'une situation initiale qui a priori
ne lui convient pas, que ce soit une situation initiale de grande souffrance, de détresse, ou une situation simplement inconfortable ou insuffisamment, en tout cas, insuffisamment réjouissante, parce que on n'a pas forcément toujours des gens qui sont en grande difficulté, mais des gens qui pensent qu'ils pourraient faire mieux avec ce qu'ils ont. Clairement, déjà des gens qui gagnent des gros revenus et qui se disent et qui se culpabilisent un petit peu en se disant avec ce que je gagne, je devrais pas avoir une situation financière comme la mienne. Donc ils sont pas forcément en souffrance, mais ils sont en souffrance plus psychologique entre l'écart par écart entre leur potentiel, de mal utiliser leur potentiel. Et donc notre job, c'est d'emmener des gens qui sont dans cette situation initiale plutôt défavorable, négative pour eux, qui subjectivement en tout cas est vécue comme négative, et les amener à la situation à laquelle ils aspirent. Et entre les deux, de construire le chemin, de construire la feuille de route, la séquence d'action qui leur permettra d'accomplir ce chemin dans toute sérénité. Je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y a plein de gens qui se disent ouais mais ça c'est pas pour moi quoi. Et d'ailleurs je suis sûre que t'entends tous les jours des gens qui disent ouais c'est cool mais c'est pas pour moi, ou j'en ai pas besoin, ou c'est quoi en fait le déclencheur chez vous? Qu'est-ce qui amène les gens à se dire non mais là j'ai vraiment besoin d'une aide, de la même manière où on peut se dire bah là j'ai besoin d'une aide parce que juste aller à la salle une fois par semaine, ça suffit pas pour maigrir, ou alors là je me sens pas bien et j'ai besoin d'une aide, j'ai besoin d'aller voir un psy, etc. Si on fait le parallèle avec d'autres métiers, c'est quoi vraiment le déclencheur qui fait bon là je m'en sors plus et j'ai besoin de me faire aider quoi? Comme je te disais, il y a ce sentiment d'être dans une situation inconfortable qui est déjà un contexte un petit peu négatif dans lequel on est, dans cette impression de gâcher un potentiel quand on a des revenus qui sont confortables et de ne pas arriver à construire certains objectifs. Après, dans le vrai déclencheur, il y a des déclencheurs qui peuvent être de deux ordres, soit financiers, soit psychologiques aussi. C'est le fait de se dire à un moment donné, je suis à découvert régulièrement, où là je passe des niveaux de découvert qui sont tels que ça devient une situation complètement insupportable. C'est du point de vue purement technique, financier, et là je me dis il faut vraiment que je fasse quelque chose. C'est le fait d'être constamment obligé de recourir à du crédit conso ou du prêt personnel. Bon, ça c'est dans les pires cas, mais ça peut être des déclencheurs techniques de la situation. C'est de se dire financièrement je sais que je suis en train de faire des bêtises, il faut que j'arrête. Et puis plus psychologique, c'est la souffrance de devoir repousser toujours à plus loin, soit certains projets, et de se dire ça fait des années que j'ai tel projet, soit d'achat de résidence principale, soit de vacances, et que j'arrive pas à concrétiser ces projets-là. J'épargne chaque mois, j'essaye, mais finalement j'annule mon épargne en cours de mois parce que je suis obligé de rapatrier mon épargne. Sur mon compte courant, je veux dire, et donc tous ces éléments-là font qu'à un moment donné il y a un truc qui se dit genre ça peut plus durer, il faut que je trouve une solution pour corriger ces problèmes, soit de comportement, de manque de méthode, ou le fait de vraiment trouver le temps pour se consacrer à cette gestion qui fait défaut aujourd'hui. Du coup vous recevez quel type de profil? Alors j'aime pas ramener des gens à des profils, mais ceci dit c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent de savoir quel type de gens vous recevez dans du coaching, et est-ce que ce qu'on s'imagine être la personne qui en a le plus besoin est finalement celle que vous voyez le plus vous de votre côté? En matière de profil, effectivement, il faut sortir de l'idée reçue déjà que notre profession va s'adresser à des gens qui sont très en difficulté, et financière et potentiellement sociale, je vais le dire comme ça, parce que typiquement, déjà on offre un service qui est un service d'accompagnement dans le coaching, donc plutôt des services qui sont accessibles à des gens qui ont appartiennent à une certaine catégorie socio-professionnelle déjà.
Voilà, donc il ne s'adresse pas à des personnes, à des foyers qui ont des revenus trop faibles. Alors paradoxalement, en plus, ce ne sont pas les foyers qui ont des revenus les plus faibles qui ont le plus besoin de nos services en fait. Ah ouais. Parce on va avoir l'idée que les gens qui ont les revenus les plus faibles vont être le plus en difficulté, ce qui est effectivement possible parfois quand on atteint des niveaux vraiment très bas. Hein, c'est forcément très difficile de vivre en dessous du seuil de pauvreté et de pouvoir équilibrer ses comptes. Mais du coup, quand on a ce genre de problème avec une problématique de revenus trop faible, bah, nous-mêmes, de toute façon, on ne peut pas intervenir. Ça va être plutôt le rôle de l'assistance sociale. Ouais. Et il va falloir aller compléter des revenus déjà pour pouvoir, on va dire d'associations éventuellement qui vont aider à toucher les aides déjà auxquelles la personne a le droit pour pouvoir déjà avoir un minimum de revenus. Donc ça sort de notre cadre. Pour une autre raison, c'est que les classes de revenus inférieurs également vont avoir plus de facilité à gérer leur budget, paradoxalement. Quand tu as moins de ressources à gérer, il est logique que finalement tu sois plus attentif à ce que tu dois dépenser. Tu es déjà sensibilisé au fait de pouvoir gérer ton budget de façon assez rigoureuse. Mais dès que tu passes une certaine classe de revenus, dès qu'on arrive dans les classes moyennes supérieures, on arrive avec un petit peu plus de capacité à dépenser. Et plus on a cette capacité à dépenser, bah, plus on est susceptible de plus savoir où donner de la tête et de manquer de stratégie pour allouer son argent et ses ressources à l'endroit où elles seront les plus efficaces, c'est-à-dire à l'endroit où elles généreront le plus de satisfaction. En vrai, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, c'est presque contre-intuitif. C'est presque contre-intuitif par rapport à ce qu'on s'imagine en fait. Et du coup, c'est presque, en fait, j'ai presque envie de dire que les gens avec les revenus les plus faibles, finalement, sont ceux qui mobilisent le plus leur bon sens, comme on parlait tout à l'heure, et qui finalement, dans la débrouille, ont le plus de, enfin, si je te suis bien, hein, ont le plus de facilité à gérer un budget hyper carré, quoi. Et en fait, plus on a de revenus, plus notre situation financière se complexifie. Parce qu'il y a beaucoup plus de sources de dépenses, il y a beaucoup plus les montants sont plus élevés, etc. Et en fait, c'est là où finalement on a le moins, on arrive le moins à mobiliser notre fameux bon sens ou nos compétences de base, quoi. Enfin, et là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, toi, t'es confronté à des gens qui substituent quoi? Ils font ça, ils font du feeling, ils font je me demande vraiment comment les gens arrivent à gérer, quoi. Bah, dans le meilleur des cas, ils le font au feeling. Dans le pire des cas, la gestion, elle se résume à piloter en fonction du solde bancaire, quoi. Bon, c'est le pire des cas, c'est peut-être le cas le plus caricatural, mais finalement, le mode de gestion zéro, c'est celui qui consiste à dépenser tant qu'il y en a. Tant qu'il y en a sur le compte. Et enfin, ça, malheureusement, j'ai l'impression que c'est le comportement de plein de gens, quoi. Et toi, avec ton regard de coach, enfin, qu'est-ce que tu donnes comme conseil face à des clients qui te disent, bah, moi, pour savoir si je peux me permettre de dépenser un truc, je regarde mon compte, s'il y a de l'argent, je dépense. Bah là, on inverse complètement les choses. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te disais que la première des choses qu'on apprend à faire, sur laquelle on forme nos clients, c'est à construire du budget, à construire leur budget, à construire un budget, pardon. C'est du coup je sais pas si tu as entendu parler de la méthode BBZ. C'est quelque chose dont on peut parler aussi en entreprise un petit peu. Mais en dehors de ce mot un peu barbare, ça consiste tout simplement à repartir de zéro chaque mois. Ça c'est important parce que plutôt que de regarder ce que tu as sur le compte bancaire à un instant T, c'est de chaque mois se poser, de se dire j'ai tant de ressources qui arrivent chaque mois, j'ai tant de dépenses qui doivent partir. Alors après on décompose toutes ces catégories de dépenses, des plus contraintes aux plus superflues, des plus fixes aux plus variables. Merci. Et donc on construit quelque chose, on hiérarchise, on priorise les dépenses. Et puis, on est vraiment dans une dynamique de se poser la question de savoir comment chaque mois je veux allouer telle ressource à telle dépense. Et plutôt que de se dire, je gère vraiment, je dépense en fonction de ce que j'ai dans mon compte à un instant T, c'est que j'ai décidé en début de mois d'allouer précisément telle ressource à telle dépense. Et donc, du coup, à construire un budget et à suivre désormais, à se questionner sur la façon de ce qu'ils peuvent dépenser ou pas au regard de leur budget et pas au regard de ce qu'ils ont sur leur compte courant. Ça, c'est essentiel et c'est le principe du budget. C'est très simple encore, c'est du bon sens.
mais ça change complètement. Quand t'as pas le temps de construire un budget, quand tu prends pas le temps, que t'as pas la méthode pour le faire, bah, ce qui te reste, c'est seulement de piloter aux fonction du solde, avec, comme tu dis, un petit peu de feeling, parce que tu sais que globalement, tes plus grosses charges sont passées. Alors tu vas savoir facilement quand est-ce que ton crédit immobilier ou ton loyer passe. Tu vas savoir quand tes plus gros charges fixes passent. Mais pour le reste, c'est très très flou. Quand on sait pas exactement ce qui doit passer à tel moment ou ce qui doit passer par rapport à ce qu'on a prévu, eh ben on est dans un espèce de vague et puis on a finalement oublié telle et telle dépense et puis on se rend pas compte qu'on dépense beaucoup plus sur tel poste de dépense que ce qu'on pourrait se permettre ou que ce qu'on aimerait faire. Et du coup, sans avoir construit parce qu'on parle de budget depuis tout à l'heure, mais un budget, c'est rien d'autre que se fixer des objectifs. Un gros objectif qui est déjà d'essayer de générer un petit peu d'excédent pour épargner, pour résorber un découvert ou pour voilà, quels que soient ses objectifs. Et ce gros objectif, il se décompose en plein de petits objectifs qui est de se dire je dois dépenser. Je sais que je n'aurai pas le choix de dépenser telle dépense et sur d'autres que je peux me permettre de dépenser j'ai pas le choix de dépenser mon loyer, mais j'ai pas le choix non plus de dépenser pour me nourrir, mais je peux le faire dans une certaine limite. Et puis, je peux me permettre de dépenser pour tel loisir, pour telle activité culturelle ou sportive, parce que je l'ai décidé. Donc, se fixer ces petits objectifs-là, c'est ce qui permet de comparer après la réalité et en mesurant l'écart, de se dire j'agis en fonction de ce que j'ai décidé, ou je suis au contraire en écart, et pourquoi je suis en écart. Et on prend un petit peu de recul par rapport à cette situation-là pour corriger le tir, pour ajuster, décider de nouveaux arbitrages éventuellement en cours de mois. Ce qui me frappe quand on parle, c'est que ça a l'air simple, mais en fait, je sais pas si tu as déjà été confronté à ça. Moi, j'ai été confrontée à ça et je sais qu'il y a plein de gens qui sont confrontés à ça. Il y a plein de gens qui ont déjà essayé de faire des budgets sur Excel. Je suis sûre que la plupart de tes clients ont déjà essayé, fait des tentatives de justement, je mets mes catégories de dépenses sur des lignes dans mon Excel et puis je mets des montants en face, etc. Et tu sais bien, la plupart du temps, ça marche pas, quoi. Alors, il y a probablement plein de raisons à ça, mais qu'est-ce qui fait que j'ai envie que tu ailles un petit peu plus loin dans la décomposition de votre méthode et de la méthode BBZ et aussi des ingrédients qui toi, tu estimes être essentiel pour que ça marche, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça marchait pas avant et qu'aujourd'hui, toi et moi, on est en train de dire aux gens, faites un budget et qu'est-ce qui ferait que ça marcherait demain, quoi? C'est quoi tes ingrédients? Alors, un que j'ai déjà cité tout à l'heure sur le principe et que je viens de citer à travers cette notion d'objectif, c'est que déjà, la plupart des gens, quand tu fais un budget sur Excel, ça consiste juste à venir, et même quand tu utilises la plupart des applications je vais dire de gestion de budget, mais en fait, la plupart des gens font pas de gestion de budget dans une application telle que Linkso, Bankin, etc. Ils vont faire du suivi de dépenses. Donc en fait, ils seront que dans le constat de ce qui s'est passé dans le passé, mais sans l'avoir comparé à des objectifs qui se sont fixés eux-mêmes de façon très explicite chaque début de mois. Donc tant que tu mesures pas l'écart entre ce que tu veux et ce que tu fais, tu prends pas conscience que tu suis une fausse route, en fait. Donc ça, c'est vraiment un premier point important. Le deuxième, je vais forcément revenir à quelque chose qui est sur le principe du coaching opposé comme ça à la notion des applications ou de la gestion sur Excel basique. C'est que la difficulté, c'est de rester impliqué et discipliné avec son budget. Ouais, et si tu es seul face à ton fichier Excel, si tu es face à ton application et que tu n'as pas en face de toi un humain, comme je disais tout à l'heure, à qui tu, entre guillemets, tu dois rendre des comptes, parce que nous, on n'est pas du tout dans cette posture de jouer aux gendarmes, mais le fait est que quand tu as un engagement de quelqu'un qui t'a mandaté pour l'aider à rester discipliné avec son budget, pour d'abord le former et ensuite l'aider à être discipliné vis-à-vis de son budget pour qu'il accomplisse ses objectifs et ses projets, eh bien, tu es redevable de ça et tu es impliqué, en tout cas, tu es engagé. Et c'est un petit peu comme le coaching sportif ou le principe des régimes. Le principe du coaching est le même, c'est-à-dire que typiquement notre métier, ça consiste à faire durer les bonnes résolutions de début d'année un petit peu plus loin que le 31 janvier, quoi.
Et c'est facile d'aller, effectivement, de prendre l'abonnement pour la salle de sport, de la même façon que c'est facile de se créer son premier budget sur Excel ou dans une appli. Ouais. C'est beaucoup plus difficile de le faire le mois M+1, M+2, M+3 et de le faire dans la durée. Excuse-moi, je te coupe. En fait, c'est une question d'habitude. C'est ce que les gens ont des habitudes depuis longtemps. De la même manière avec quand tu veux faire un régime ou du sport, en fait. Le sport, c'est au début, quand tu t'y mets, c'est pas dans tes habitudes. T'as pas l'habitude, quand tu rentres du boulot à 19h, de ressortir pour aller faire une activité physique. T'as pas l'habitude de, je sais pas, pas mettre un carré de beurre dans ta poêle avant de faire cuire ton steak, etc. Et en fait, si je comprends bien, avec l'argent, c'est exactement la même chose. C'est pareil. C'est que t'as pris des habitudes. Bah, typiquement, je regarde mon solde, mon compte bancaire avant de faire une dépense et de me fier à ça pour décider si j'allais faire ou non la dépense. Et en fait, bah, il faut que je change mes habitudes. Mais si j'ai pas conscience de ce qui est une bonne ou une mauvaise habitude, et qu'on me met pas le nez dans le caca, comme on dit, ouais. bah, du coup, je vois pas, en fait. Je me rends pas compte. Donc, même si j'ai fait un joli Excel, je vais pas changer, en fait. Ouais. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. C'est ça le rôle de lui. Ouais, c'est cette idée de miroir et de miroir pour montrer la réalité, bien sûr, et pour montrer ce que le comportement, en tout cas, de notre client est en train de générer comme résultat. C'est le fameux principe de dire que si tu veux continuer d'obtenir des résultats décevants, il suffit de continuer les mêmes actions. Donc, si tu veux à l'inverse avoir des résultats beaucoup plus positifs et en accord avec tes projets, tes objectifs, il faut changer les comportements au départ, changer ses habitudes pour espérer changer les résultats. Et donc nous, le but, c'est de jouer ce rôle de miroir et de montrer qu'effectivement il y a des habitudes plus vertueuses. Tu prenais l'exemple, on en a parlé, de quelqu'un qui a l'habitude de regarder son compte bancaire pour savoir s'il a le droit de dépenser. On remplace cette mauvaise habitude par regarde ton budget et ce que tu as déjà dépensé par rapport à ce que tu t'es fixé comme objectif pour savoir si tu peux faire cette dépense. Et puis le budget en soi, le processus qui consiste à construire son budget, le suivre dans le mois, faire un bilan en fin de mois, c'est déjà en soi une routine vertueuse qui permet déjà d'arriver. C'est déjà une première routine qui permet de se confronter à quelque chose que parfois on cache un petit peu sous le tapis, où on fait l'autruche, comme on dit. Et déjà en soi, arriver à suivre une routine avec quelqu'un d'abord à qui on confie un petit peu, on externalise un petit peu sa volonté. C'est un petit peu l'idée qu'on doit se faire du coaching. C'est quelqu'un à qui on dit finalement, moi, je ne me sens pas capable de suivre de façon rigoureuse ces nouvelles bonnes habitudes, donc je te confie, j'externalise ma volonté dans cet accompagnement que j'ai choisi de souscrire auprès d'un coach, quoi. Et donc, mettre en place cette routine, alors qu'auparavant, c'était quelque chose qui me faisait complètement peur, c'est déjà aussi en soi un bon changement d'attitude. Tu viens d'employer une expression qui m'a fait sourire, mais c'est cacher les choses sous le tapis. Et du coup, j'imaginais, c'est une question de curiosité, mais est-ce que tes clients ont tout de suite ce réflexe d'entière honnêteté vis-à-vis de toi, et ou est-ce que il leur faut du temps avant d'instaurer cette relation et justement ne sortir les choses sous le tapis, quoi. J'imagine que tout n'est pas simple à dire, quoi. Voilà, tu dois avoir des exemples là-dessus, sur les difficultés que les gens rencontrent et qu'ils ont vraiment envie de cacher sous le tapis, quoi. Ouais. Alors nous, on le sait pas tout de suite. Effectivement, on apprend à connaître la personne au fur et à mesure. C'est forcément quelque chose qui se construit. Et au départ, on connaît pas tous les tenants, les aboutissants et on cherche pas forcément non plus à creuser le pourquoi des raisons psychologiques ou de l'histoire de la personne qui fait qu'elle se comporte comme ça. Explorer profondément la relation à l'argent de la personne et ses origines, c'est pas forcément notre vision des choses. On n'a pas trop l'habitude de creuser trop le passé ou le pourquoi. On se concentre vraiment sur le présent et le futur. C'est vraiment notre aiguillon pour que la personne elle avance et qu'elle s'en sorte. C'est plutôt de l'aider à se projeter sur le futur de façon positive. Ça c'est une posture
je referme la parenthèse là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose dans notre posture qui est important. Après, la deuxième chose, c'est aussi qu'on a on a une posture plutôt, je vais dire plutôt froide, dans la mesure où effectivement on se positionne plus en analyste, en tout cas à court terme, quand on commence à apprendre à connaître quelqu'un, on va simplement analyser de façon assez froide ces notions d'écart entre ce à quoi on aspire et ce qui se produit dans la réalité, plutôt que de réfléchir aux tenants et aux aboutissants du point de vue très psychologique. On met le client face à ces contradictions, il aspire à ça, mais on lui montre que tout ce qu'il fait va à l'encontre de ça. Donc, comme on a cette posture un petit peu très très simple, très froide, sans jugement en fait, sans essayer très factuel en fait, quoi. Très factuel, exactement. Je me dis que tu veux ça, mais si je constate toutes les dépenses que tu fais, par exemple, bah tu ne dégages pas ou pas assez d'argent pour arriver à ça. Donc concrètement, je te pose la question, toi, cher client, qu'est-ce que tu comptes faire pour arriver à ça, si tu me dis que c'est ton objectif, quoi. Exactement. Et on va être dans le questionnement, on va pas être dans le jugement, parce que typiquement aussi quand on a des clients qui arrivent un peu fatigués, éreintés de leur relation bancaire parfois, ou avec leur conseiller bancaire, ou même parfois du regard que portent les autres sur eux, leur entourage, ou qu'ils s'imaginent que leur entourage porte sur eux, parce que en termes de comment dire, d'estime de soi, on peut facilement s'imaginer aussi que les autres pensent des choses qu'on ne dit pas, mais en tout cas, on a quand même des gens qui arrivent un petit peu abîmés par leur relation avec leur conseiller bancaire, parce qu'ils auront toujours eu le sentiment de se faire un peu juger sur leur mauvaise gestion. C'est facile pour le client de dire, avec les revenus que vous avez, vous devriez avoir une bien meilleure situation financière, vous devriez pas être dans cette situation-là. Mais le banquier, pour corriger le tir à ce niveau-là, il ne fait que punir son client. Nous, on a une attitude dans laquelle on peut se permettre, parce que le client aussi adhère, achète nos services, on a une posture qui est beaucoup plus chaleureuse, si je puis dire, dans laquelle on va pas chercher à punir, on va mettre le client face à ses contradictions, mais dans le questionnement et pas dans le jugement de ce qu'il fait, de ce qu'il décide de faire aussi, et ni au rythme auquel il décide de le faire. C'est-à-dire que on va pas être non plus hyper exigeant sur ce que le client va accomplir du point de vue financier. L'important, c'est qu'il accomplisse les objectifs qu'il se fixe. Et donc, en soi, on va pas faire en sorte que son patrimoine passe du simple au double en 12 mois, si c'est pas ce qu'il souhaite faire. Donc, on va toujours respecter le rythme et les objectifs qu'il souhaite accomplir, et on va pas être dans le jugement de ce qui serait bien pour lui au regard de critères qui ne sont pas les siens. Tu disais, d'ailleurs, je l'ai pas relevé, mais tu disais déjà en tout début de notre entretien que les banquiers sont pas là du tout en fait pour t'aider à faire un budget. Et ça m'a interpellée déjà, et tu l'as redit là. C'est comment t'expliques cette posture du banquier qui à la fois constate les difficultés de ses clients tous les jours et qui globalement et jamais vraiment le bon interlocuteur pour aider? Est-ce que c'est parce que lui-même n'est pas compétent ou pas formé sur ces sujets-là? Bon, il y a quelque chose de très simple, c'est que moi, quand je dis ça, je critique pas en soi le conseiller bancaire qui fait son travail du mieux qu'il peut, ou en tout cas l'individu en tant que tel. C'est plutôt un système qu'il faut potentiellement critiquer ici, mais déjà le banquier, il est là, c'est un commerçant, c'est pas quelqu'un qui a une vocation d'accompagnement. C'est un commerçant qui est là en tant que représentant de sa banque pour délivrer des services. Ces services, c'est fournir une carte bancaire, fournir un compte bancaire, fournir des outils, fournir des crédits, fournir des livrets dans lesquels tu vas stocker ton argent. Et le conseiller bancaire en soi, il n'est pas là pour faire autre chose que proposer des produits à un client en fonction de sa situation. Donc c'est un commerçant, c'est pas quelqu'un qui est là pour accompagner. N'en déplaise à ceux qui voudraient avoir qui auraient une vision un petit peu plus idéalisée du métier. Ouais. À ce moment-là, ils peuvent aussi faire du coaching en particulier en parallèle de leur métier. On les accueille bien volontiers. Mais du coup, c'est pas pour jeter la pierre aux individus en tant que tels, parce que ils sont dans ce rôle de commerçant avant d'être dans ce rôle de conseiller, d'accompagnant. Ils sont pas formés. Et pourquoi? Parce qu'ils sont ni formés et ils n'en ont pas le temps. Nous, un coach, chez nous, il va accompagner au maximum une vingtaine de clients pour avoir une relation hyper personnalisée. On a une connaissance très fine et on crée une relation très proche finalement avec nos clients individuellement, chaque coach avec son propre portefeuille de clients. À contrario, un banquier, il va
je vais même pas sortir les chiffres, je vais dire des bêtises, mais récemment, j'ai discuté avec un conseiller qui devait suivre 1500 ou 2000 clients. Ah ouais. Il avait 1500 à 2000 clients dans son portefeuille. Tu vois, j'aurais dit 100 à 200 maximum, mais... Dans certaines agences, ça peut être plusieurs milliers. Donc, avec certains, il va passer beaucoup de temps parce qu'il aura pas trop le choix. Et puis, avec d'autres, il passera... Je rebondis parce que tu disais aussi, tu parlais du jugement des banquiers et après, tu parlais aussi du jugement de l'entourage. Et je le sais parce que, voilà, on en a aussi déjà parlé ensemble. Ça, c'est aussi quelque chose que les gens vous amènent en coaching en disant, je suis jugée par mon entourage, et aussi, et ça m'amène à un sujet que je trouve assez intéressant à observer, c'est comment est-ce que les gens peuvent se mettre en difficulté financière parce que ils ne savent pas dire non à la contrainte sociale ou à la contrainte de leur entourage. Et ça, tu m'as dit que c'était quelque chose que vous constatiez fréquemment et qui était problématique, effectivement, et les gens se mettaient dans des situations super compliquées à cause de ça, quoi. Alors, il y a des sujets qui sont très... qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, qui sont très impactants à ce niveau-là. C'est certains mythes, ne serait-ce que le mythe d'acheter sa maison, sa résidence principale. C'est un des points qu'on pourrait aborder sur ce thème-là du mimétisme, en tout cas de la contrainte sociale. Après, sur des choses un petit peu plus pragmatiques et sur certaines anecdotes qu'on pourrait citer à ce sujet-là, effectivement, je pense que les principales contraintes quand on fait le budget, même pas quand on le construit, mais quand on doit le respecter derrière, c'est que moi, je suis face souvent à un individu, un couple dans l'idéal quand on accompagne un foyer. Et puis ce couple, il est plein de bonne volonté, donc il va construire un budget qui correspond vraiment à ses propres aspirations. Donc s'il veut, par exemple, prévoir que l'été prochain, il a vraiment envie de kiffer un voyage avec ses enfants dans un endroit qui le fait rêver, il va vraiment miser de gros efforts d'épargne pour pouvoir faire ce voyage à 5 000 € l'été prochain. Donc du coup, il sait qu'il a 500 € à épargner chaque mois pendant 10 à 12 mois à venir, et donc il est prêt à faire des sacrifices. Et malheureusement, au moment où dans le suivi, tu vas le confronter à sa réalité, tu vas te rendre compte que à un moment donné, il n'a pas su dire non ne serait-ce qu'à ses propres enfants, parce qu'il aura fallu céder à telle ou telle envie de l'aîné qui voulait renouveler son téléphone portable ou ses baskets de marque. Ouais, ou tout simplement des amis qui t'invitent à, je sais pas, ou tu veux recevoir tes amis pour une raclette et puis bam, la raclette pour 10 personnes, elle t'a coûté 80 balles, quoi. Ouais, et ça encore, tu peux le prévoir. Ça, c'est moins fourbe parce que tu peux prévoir. Bon, tout ne se prévoit pas, mais tu peux essayer de prévoir quand tu vas recevoir. Ouais, mais alors le pire, le pire, c'est le couple d'amis, effectivement, qui vont te proposer de sortir. Alors tu sais que tu peux te permettre de sortir. Le but, c'est pas de se priver de tout, hein, mais bon, c'est de faire des choix, en tout cas, entre tes objectifs de court terme, tes envies de te faire plaisir à court terme, et tes envies qui dépassent un petit peu le court terme pour ces fameuses vacances à 5 000 € dans 10 mois. Et puis, tu sais que tu vas t'autoriser à sortir avec tes amis, tu vas pas te couper du monde non plus, mais tu prévois une petite sortie, et puis cette sortie, elle dure, et puis au final, j'ai vraiment une cliente comme ça, qui est ce cas de la cliente qui doit épargner 500 € par mois, c'est la réalité, et qui se rend compte qu'en une soirée, elle a réussi à claquer 500 € dans une sortie avec ses amis, sur lesquels elle a pas su dire stop dans la soirée, quoi. Et donc clairement, sur ce genre de constat-là, elle s'est privée de ses 500 € d'épargne, et elle devra soit redoubler d'efforts, soit se rendre compte qu'elle doit ajuster son projet de vacances à la baisse, parce que c'est juste contradictoire avec ses aspirations. C'est un sujet essentiel là dont tu parles, c'est celui de la privation. Moi, je vois quand je parle de budget autour de moi, les gens ont une vraie appréhension de se dire si je fais un budget, je vais forcément me priver. Alors d'un côté, c'est là toute la contradiction, c'est d'un côté ils ont l'angoisse de se dire je sais que je dépense trop et que je pourrais mieux utiliser mon argent, donc angoisse d'un côté, et de l'autre, ouais mais si j'y fais quelque chose, je vais devoir me priver. Et comme s'il n'y avait pas de juste milieu. Et du coup, moi, j'ai toujours l'impression que les gens se mettent dans cette contradiction volontairement pour éviter finalement, pour rester dans le statu quo et pour éviter de faire quoi que ce soit à leur situation, quoi. Mais moi, pour l'avoir fait, et je sais que tu me contrediras pas là-dessus, faire un budget, c'est pas nécessairement se priver, loin de là, quoi. Tu as dit plein de choses importantes ici, c'est-à-dire que
Faire un budget, comme je te disais tout à l'heure, c'est décider d'allouer ses ressources à l'endroit, à la dépense qui nous apportera le plus de satisfaction. Cédric, mon associé, il utilise la métaphore du tir à l'arc à ce niveau-là. Il faut imaginer que chaque euro que tu as que tu gagnes chaque mois à la sortie de ton front quand même, c'est une flèche que tu dois décocher à chaque fois que tu veux faire une dépense. Et cette dépense, tu dois viser dans le mille à chaque fois. Donc si dans la réalité, tu ne fais que viser à l'extérieur de la cible parce que ça t'apporte pas de satisfaction, c'est déjà du gaspillage. Et la privation, finalement, elle ne naît pas du fait de ne pas se faire plaisir ou de ne pas décider de se faire plaisir ou au contraire de se faire plaisir. Elle naît plus du gaspillage, en fait. Le budget, le budget et le respect du budget, ça a plus pour vocation d'éviter le gaspillage que de générer de la privation. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut éduquer les gens pour qu'ils dépensent plus sur ce qui leur provoque un maximum de satisfaction et moins, voire plus du tout sur ce qui est... Sur ce qui relève du gaspillage, ouais, et qui apporte pas du tout de satisfaction. Mais du coup, forcément, la question qui vient, c'est... comment est-ce que, enfin, tu vois, je pourrais me faire l'avocat du diable et te dire, ah ouais, mais moi, ça me provoque énormément de satisfaction de prendre un Uber à chaque fois que je rentre de soirée, quoi. Et j'ai aucun problème avec ça. Dans ma posture de coach bienveillant, j'écoute ton envie de prendre du Uber, du moment que ce propre désir de ta part, il est pas contradictoire avec le fait de te payer des vacances à 5 000 euros dans 10 mois. Ouais. Et du coup, il y a aucun problème à ce que tu kiffes le Uber tous les jours et que ce soit confortable pour toi si tu en as les moyens. Et en avoir les moyens, c'est pas un jugement de ma part, c'est pas de dire avec les ressources que tu as, tu ne peux pas te le permettre, c'est de dire selon tes objectifs, ça me paraît pas forcément adéquat. En tout cas, ça me paraît contre-productif. Et comme tu disais, et t'as dit une autre vérité tout à l'heure avant que je réagisse, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire que quand on dit la privation, on n'est pas à se dire faut que je supprime tous les Uber. Faut juste que j'utilise les Uber quand j'en ai vraiment besoin ou quand ça m'apporte, quand c'est strictement nécessaire. Parce que on va pas dire que c'est un plaisir de prendre du Uber, mais ça peut être un confort dans certaines situations. Ouais, typiquement, la femme seule, la femme ou même l'homme seul qui habite dans une grande ville et qui en fin de soirée à 2h du matin se sent plus en sécurité de rentrer en Uber que de rentrer en transport en commun ou en vélo, typiquement, c'est évident que c'est des bons cas dans lesquels il faut utiliser ça, mais il faut se le prévoir, il faut le savoir, et puis il faut essayer que ces situations-là ne se reproduisent pas de façon trop fréquente pour que ça vienne gréver ton budget. Il y a une notion très importante en matière d'économie au sens économisé du terme, c'est que un budget, quand on décide d'affecter une certaine somme à ses loisirs, par exemple, c'est la somme de c'est la somme de plusieurs occasions de dépenses multipliées par la fréquence qu'on en aura dans le mois. Donc, tu as plusieurs façons d'économiser. C'est soit tu réduis l'intensité de tes dépenses à chaque fois. Donc, typiquement, c'est l'exemple de... Tu divises le nombre de verres que tu vas prendre. Ouais, ou tu, dans l'intensité, par exemple, ou dans le rapport qualité-prix, tu vas arrêter... faut que je fasse attention, mais tu vas arrêter de prendre la marque de luxe pour aller dans quelque chose de plutôt milieu de gamme. Si tu veux toujours aller régulièrement, je sais pas, au restaurant par exemple, tu vas sortir du restaurant gastronomique pour aller dans le restaurant plutôt milieu de gamme. Bistronomique. Ou alors tu vas continuer d'aller dans le restaurant gastro, mais tu vas y aller qu'une fois par mois. C'est toujours un jeu entre la fréquence et l'intensité de la dépense. Et jamais on va dire faut supprimer à 100%. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, au contraire, même, c'est même intéressant, on va même plutôt parfois nous inciter nos clients à se dire non, là c'est pas réaliste ce que vous faites, vous pouvez pas vous serrer la ceinture sur tous les postes de plaisir du mois. Il vaut mieux revoir un peu vos exigences à la baisse pour vos projets de moyen terme ou pour d'autres trouver d'autres moyens en tout cas d'ajuster le budget, mais veillez quand même à ce qu'il y ait une petite soupape pour lâcher la pression, quoi. Il faut à tout prix que vous ayez la possibilité de faire ce petit achat, même presque impulsif dans le mois, mais qui sera quand même cadré dans le budget, pour vous dire, je sais que je pourrais me faire plaisir à tel endroit ou à tel endroit. Sinon,
on vit de frustration et ça c'est contre-productif parce que derrière on crée des bombes à retardement qui exploseront le mois ou les mois suivants. Sur le sujet de la privation, moi, je sais que ce qui m'a aidé personnellement, c'est que avant que j'ai un système de budget qui marche, je me disais, est-ce que oui, ça me ferait plaisir de prendre ce Uber? La réponse, elle est toujours oui, parce que c'est plus confortable que le métro, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est pas, est-ce que c'est un plaisir de prendre le Uber et est-ce que je peux me le permettre? Parce que en général, la réponse est oui, il y a assez d'argent sur mon compte en banque, donc je peux me le permettre. Et oui, ça me fait plaisir. Mais est-ce que c'est plus important pour moi de prendre un Uber maintenant, là, à ce moment-là, que d'utiliser ces 15 € pour alimenter une cagnotte je prends un exemple totalement au hasard, une cagnotte de cadeaux pour les 60 ans de mariage de mes parents, par exemple. Exactement. Alors 60 ans, c'est un peu beaucoup, hein, mais bref, vous avez compris le principe. L'idée, c'est qu'en fait, moi, ce que j'ai compris en faisant vraiment un budget, c'est que la question à se poser face à une dépense, c'est plus est-ce que je peux me le permettre, mais comprendre ce à quoi je renonce quand je fais cette dépense et du coup de voir l'équilibre et ça m'a aidé à faire ok, en fait ça me ferait vraiment plaisir de prendre ce Uber, mais non, c'est pas plus important que la cagnotte de mes parents. Donc du coup, face à ce choix, en fait ce choix il est évident et je renonce finalement avec légèreté quoi à mon Uber sans ressentir de privation quoi. C'est ça qui est important. Enfin voilà, c'est vraiment un changement de paradigme, je trouve, qui aide beaucoup à avancer sur ces notions d'arbitrage de dépenses et de où décider de mettre son argent quoi. Oui. T'as tout à fait raison. C'est pas au regard de ses revenus qu'on peut se le permettre, c'est au regard d'autres postes sur lesquels on risquerait de se priver si on fait cette dépense de trop sur le Uber par exemple et qui impacterait cet autre poste sur lequel tu voudrais faire plaisir à un proche ou te faire plaisir à toi-même de façon plus forte. Ouais. Et dans la même veine, les gens autour de moi me disaient bah oui mais attends c'est bon, je vais pas commencer à faire des économies de bout de chandelle, c'est complètement ridicule. Il y a aussi toute une frange en fait de gens qui considèrent que faire un budget c'est quasiment revenir à un rythme de vie ou un style de vie frugal quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup on va se mettre à compter les feuilles de papier toilette qu'on utilise, qu'on va se mettre je sais pas à collectionner tous les bons cadeaux pour n'acheter que en réduction, etc. quoi. C'est-à-dire je vais me mettre à adopter l'astuce comme mode de vie quoi. Ouais. Et en fait c'est pas ça quoi. C'est pas ce dont tu es en train de parler quoi. Non, pas du tout effectivement. Et en tout cas quand bien même il y aurait des petites astuces, des bons plans, des économies à faire, ce sera jamais à nous de conseiller sur l'astuce à mettre en œuvre en tout cas, parce que finalement on reste encore dans le bon sens et puis le client il sait ce sur quoi il a envie d'économiser justement ou ce sur quoi il a pas envie d'économiser. Et comme je te redisais tout à l'heure, pour comparer cette notion de privation ou d'économie de bout de chandelle comme tu les as cités, il faut plutôt comparer la notion de privation à la notion de gaspillage. Ça fait le lien beaucoup ça avec mon passé moi d'ingénieur, c'est-à-dire que dans une démarche d'amélioration continue sur des process industriels, des choses comme ça, ce que tu cherches à faire, c'est pas alors typiquement dans l'industrie, c'est pas de toujours faire travailler les gens plus vite. Alors ça, on peut faire le parallèle dans la gestion financière à l'idée de toujours travailler plus, par exemple. Ouais. Donc c'est pas de travailler toujours plus ou d'avoir des matériaux de toujours de moins bonne qualité ou de dégrader les conditions de travail, comme tu viens de le dire. Donc l'idée c'est pas de dégrader les conditions de vie ni de courir toujours plus. C'est au contraire au milieu d'éviter tous les gaspillages, tout ce qui ne contribue pas à générer de la valeur. Donc dans l'industrie, c'est tout ce qui ne contribue pas à apporter vraiment de la valeur ajoutée aux produits et aux clients qu'on souhaite livrer. Et dans sa propre vie, c'est tout ce qui ne contribue pas à nous apporter de la satisfaction. Et du coup, on est plutôt vraiment dans une démarche d'identifier les gaspillages, de changer ses habitudes, de changer ses comportements, plutôt que de se dire faut aller avoir des comportements d'astuces qui sont contre-productifs. Il y a une petite, je t'avais parlé de ce reportage
on s'est payé le luxe de refuser la participation à l'émission Capital, je sais pas s'il faut le dire, mais à l'émission Capital sur M6 qui est passée fin septembre, sur la capacité à gagner, je sais plus, à économiser 1 000 € dans l'année. Et donc en gros tout était basé sur, en tout cas sur le premier reportage qui a fait office d'introduction, c'est illustré par un monsieur de bonne foi qui vient jouer le cost killer dans le supermarché et qui mise tout sur tous les plus bas coûts en fait. Alors il va pas faire acheter que les produits de mauvaise qualité, mais il va acheter. Le seul critère qu'il va avoir, c'est est-ce que financièrement j'ai plus d'intérêt à acheter ce truc en promotion. Et encore, alors déjà il a passé 3 heures en amont de son passage au supermarché pour préparer tout ce qui est, pour repérer toutes les bons plans, les promotions, etc. pour savoir ce qu'il devra faire. Il passe son heure au supermarché et puis après il va passer encore 3 heures pour envoyer, pour récupérer les bons de réduction ou les réductions a posteriori qu'il doit récupérer auprès des marques. Donc, le gars il a passé 6 heures à faire ses courses, il s'est créé énormément de contraintes et en plus il va forcer, là le couple qui était pris en exemple, à avoir des habitudes alimentaires qui sont presque qui sont même contraires à leurs valeurs. Typiquement, il va faire acheter des yaourts en promotion, alors que même la famille avait le comportement vertueux là d'utiliser peut-être certes moins de yaourts, donc qui revenait plus cher à l'unité, mais qui sinon aurait été dans le fameux frigo gaspillage, tu sais, date de péremption courte. Ouais. Donc les gens, ils arrivent avec de la bonne volonté pour bien se nourrir ou en tout cas pour éviter le gaspillage, et lui, il arrive avec une vision purement financière des choses. Et donc, on n'est pas dans une vision nous, purement financière où on joue le cost killer, on demande aux clients de jouer les cost killers. On est vraiment dans quelque chose qui doit améliorer votre cadre de vie, améliorer vos conditions de vie. On n'est pas là pour dégrader les habitudes. Au contraire, on est là pour acquérir des habitudes plus vertueuses. Et on tourne autour d'un sujet finalement qu'on n'a pas abordé depuis le début, c'est que finalement pour faire un budget, tout simplement, j'allais dire un bon budget, mais non, pour faire un budget, il faut définir ces fameux objectifs de vie, c'est-à-dire à quoi j'aspire, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux financer avec mon argent d'important. Alors là, je parle plutôt du moyen et du long terme. Et en fait, oui. c'est hyper essentiel dans la démarche parce que c'est ce qui va permettre de savoir à quoi tu renonces à chaque fois que tu te retrouves face à une dépense. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si je prends pas le Uber, c'est 15 € que j'ai de plus à mettre dans la cagnotte pour financer l'anniversaire de mariage de mes parents. En fait, il y a un vrai enjeu de définition de ces objectifs et je me demandais comment vous abordiez ça en coaching et en quoi c'est une période un peu spéciale quand tu l'abordes avec tes clients, quoi. Mais là, c'est vraiment effectivement quand on commence un accompagnement, on se concentre plutôt sur le court terme, surtout quand on a des objectifs, des premiers objectifs qui sont réduire un découvert, se désendetter fortement de certains crédits qui pèsent lourd, etc. Retrouver une certaine sérénité financière à très court terme. En soi, sortir de l'endettement est un vrai objectif. C'est déjà aussi un objectif. Ouais. Il n'y a pas que juste m'acheter un yacht qui est un super objectif. Non, mais tout à fait. Se désendetter, c'est déjà s'enrichir, effectivement. Ouais. Mais du coup, alors c'est intéressant parce que sur l'épargne, il y a même deux choses. C'est-à-dire que je réponds à ta question en disant épargne, c'est pas la question que tu m'as posée, mais effectivement, la retraduction que j'en fais, c'est cette notion d'épargne. Parce que l'important, c'est pas de budgéter pour budgéter et c'est pas de construire un budget qui te permet de dépenser moins que ce que tu gagnes juste pour le plaisir d'accumuler de l'argent. Donc effectivement, l'effet de budgéter et de générer des excédents, ça va te permettre d'accumuler sur tes livrets, même éventuellement sur ton compte courant si tu dois résorber un découvert, ça va être d'accumuler de la trésorerie, mais cette trésorerie, elle n'a de sens d'être accumulée que si tu as des objectifs qui te dépassent, qui dépassent le cadre du court terme. Donc c'est vraiment on rentre vraiment là dans la notion d'épargne et dans le fait de se créer, d'imaginer, de se créer des tirelires sur lesquels on va identifier précisément avec le client quel est le projet particulier que vous avez envie de résoudre, d'accomplir. Ça peut être des projets de consommation, un achat de voiture, un achat
je sais pas, d'équipement, d'un ordinateur par exemple, quand on est dans la consommation ici. Ça peut être des projets de consommation, mais plus liés à des expériences, typiquement les voyages, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et puis ça peut être des projets d'investissement aussi à beaucoup plus long terme, de se dire, alors la résidence principale, on est à mi-chemin entre l'investissement et la consommation. C'est un sujet qui dépasse le cadre budgétaire et qu'on pourrait évoquer dans un autre contexte. Mais en tout cas, j'ai le projet d'acheter ma résidence principale, donc je vais mettre de côté de quoi me constituer un apport pour celle-ci. Ou alors, encore une fois, de constituer une réserve par rapport à un projet de retraite ou d'investissement pour ma retraite. Ouais. Les gens ont une facilité à définir ces objectifs-là ou pas? Alors, ce qui est marrant, c'est que en tout début, dans nos tout premiers contacts, quand les gens arrivent et qui nous disent je vais apprendre à gérer mon budget pour épargner, et ça va être vraiment quasiment 90% des gens qui arrivent et qui disent je veux apprendre à gérer pour épargner. Voilà. Mais derrière, quand tu creuses, tu sais même pas pourquoi ils veulent épargner. Ouais. Et t'as même des gens qui ont déjà de l'épargne et qui savent même pas à quoi elle va être utilisée, cette épargne. Et ça, donc, c'est un vrai problème, j'imagine. Que ce soit des gens qui partent de zéro ou qui aient déjà quelque chose, ce qu'on va vraiment dresser et aider à faire, c'est cette cartographie des projets. Et on va vraiment insister sur le fait que l'argent n'est qu'un moyen en soi et que ce moyen, il faut le mettre au service de projets et qu'il faut pas hésiter, il faut pas rentrer dans le culte de la thésaurisation, c'est-à-dire dans le fait d'épargner sans limite, si en face, il n'y a pas des projets. Et donc, il faut vraiment, on éveille là aussi, on éveille finalement au fait de savoir profiter de son argent à moyen terme aussi. Alors, c'est pas difficile en soi, c'est à partir du moment où forcément tu vas dire aux gens, mais est-ce qu'il y a pas un projet de vacances qui depuis longtemps vous motiverait à épargner aussi et serait l'aiguillon qui fait que vous... En fait, il faut qu'on cherche aussi quelles sont les motivations profondes des clients, mais ils s'y refusent presque en fait au départ. Mais quand tu creuses, c'est assez facile quand même de trouver ce qui les motiverait à mieux gérer. Mais au départ, ils osent peut-être, ils ont presque même peut-être honte de leur propre projet parce qu'ils se sentent complètement éloignés de l'atteinte de ces projets qu'ils osent même pas y penser en fait. C'est fou parce qu'en plus j'imagine que c'est ce qui donne tout le sens à la démarche quoi. C'est ce qui donne tout le sens à la démarche parce que du coup je reprends mes idées de projet que je te listais tout à l'heure, ils sont un peu vagues comme ça, je veux acheter une voiture, un ordi, financer des vacances, l'achat d'une résidence principale. On va vraiment pour chacun de ces projets essayer de les quantifier aussi parce que tu as des gens qui disent je veux financer mes vacances, mais déjà tu as très peu de gens qui finalement vont essayer de budgéter précisément ce qu'ils ont envie de vivre comme vacances. Quelle est l'expérience que vous voulez vivre pour l'été prochain? Donc là déjà tu les forces en soi à estimer combien vous voulez pour ces vacances-là et tu vas les aider à se projeter, à dire là finalement pour mes vacances c'est plutôt 3 000 ou 4 000 euros que j'ai besoin et à quelle échéance pour juillet 2020 et donc en faisant ça tu sais que tu as 12 mois pour épargner 4 000 euros et donc ça te génère un effort de 400 euros d'épargne. Et cet effort de 400 euros d'épargne, il est hyper important parce que c'est celui qu'on va venir insérer dans notre budget mensuel et qui va venir mettre en tension toutes nos autres envies, en fait, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est là qu'on va vraiment opposer les envies de court terme aux envies de moyen terme. Parce que là, tu sais que si tu viens grignoter sur ces 400 euros, tu vas être obligé de revoir à la baisse les exigences de vacances, quoi. Concrètement. Et là, ça devient hyper concret, en fait. Et là, ça devient hyper concret. Tu sais contre quoi, tu sais quelle est ta motivation. Et rappeler systématiquement, nous, en début d'exercice budgétaire, c'est-à-dire en début de chacun des mois, ce qu'on est censé accomplir, ce que le client souhaite accomplir, pas ce qu'on lui a suggéré d'accomplir, ce qu'on a essayé de creuser et de comprendre qu'il avait envie d'accomplir à travers sa démarche de venir vers nous, on lui rappelle en quoi c'est important pour lui, on lui rappelle quelle sera la conséquence sur son budget et ce que ça implique du coup pour ses autres dépenses. Et ça fait 2 fois que on passe sur ce sujet et faut absolument qu'on en parle. Le sujet de l'immobilier. Tu disais tout à l'heure que c'était... alors je crois que c'était quand on parlait de la posture du banquier, je suis pas sûre, mais dans la liste des faux bons conseils que les gens... Ouais, c'était par rapport au mimétisme qu'on évoquait aussi ce sujet tout à l'heure. C'est des sujets qui sont encore... qui émergent timidement sur la place publique, mais il y a cette effectivement croyance universelle, sociale que il faut absolument devenir propriétaire de sa résidence principale. Et du coup, t'as l'air de me dire que
vous voyez concrètement dans les faits que c'est pas toujours une bonne idée, quoi. Typiquement, effectivement, devenir propriétaire de sa résidence principale, dans l'idée commune, c'est avoir un toit en cas de pépin. Donc tout ce qui te reste, c'est de la pierre, c'est du solide, c'est du concret, et c'est la voie royale pour se constituer un patrimoine. Et du coup, c'est un investissement en soi pour la plupart des gens. C'est vrai si on le fait bien, mais ça peut devenir assez contre-productif. C'est-à-dire que l'erreur, et puis les banquiers, effectivement, tu parlais du banquier, mais le banquier est un peu complice là-dedans, c'est que quel est l'intérêt du banquier quand tu vas lui demander un crédit immobilier? C'est de te proposer le maximum de ce que tu vas pouvoir t'endetter et qui rentrera dans ces critères. C'est-à-dire que quand tu vas aller demander combien tu peux emprunter à ton banquier, il va te répondre 33% de tes revenus. Donc tu vas t'endetter à 33% de tes revenus. Et du coup, tu vas plus faire un investissement pour ton futur, pour avoir juste un toit qui te protège du point de vue purement fonctionnel. Tu vas avoir en plus, tu vas chercher pour ce budget-là tout ce que tu peux avoir de mieux pour toi, et il va y avoir une part de consommation finalement dans cet achat-là, une part de confort. Et du coup, quand on mobilise toute sa capacité d'épargne dans le remboursement de son crédit immobilier, ce qui est vertueux, parce que aussi l'autre aspect qu'on a dans le crédit immobilier, c'est que les gens, quand ils n'arrivent pas à épargner par leurs propres moyens chaque mois, ils se disent que rembourser un capital chaque mois, ce sera une forme d'épargne. Et c'est effectivement une forme d'épargne parce qu'on reconstitue le capital qu'on a emprunté à un moment donné, donc on est forcé d'épargner. Et ça c'est vertueux, sauf si t'épargnes à fond de ce que tu peux t'endetter en fait. Parce que quand tu mets 33% d'endettement sur ce budget-là, que tu rajoutes après un peu d'endettement sur du projet conso, sur une voiture typiquement, et que tu as tendance à t'endetter, ou que tu as tendance à t'endetter souvent au-delà de 30%, au-delà de 35%, jusqu'à 40, 45%, et bien tout l'argent que tu consacres au remboursement des crédits, t'as pas la capacité chaque mois de l'allouer à d'autres choses qu'à tes crédits. Donc tu payes le poids de tes décisions passées en la matière, mais t'es frustré de ne pas pouvoir épargner pour tous les autres projets qu'on vient de citer et qui nécessiteraient que tu puisses épargner. Je me rappelle quand je m'étais posé la question de devenir propriétaire, j'étais encore en CDI à l'époque, donc je pouvais aller taper à la porte d'une banque. Et je me rappelle que je faisais des simulations sur Internet et je voyais le montant de ma capacité maximale d'emprunt. Et ça me faisait des mensualités qui étaient quasiment le double de mon loyer actuel. Et je me disais, mais waouh! Et ça, c'était hors impôt, quoi. Impôts fonciers et tout, et je me disais mais si je me mets à rembourser des mensualités comme ça, mais je fais plus rien, quoi, je pars plus en vacances et tout. Et en fait je me disais mais donc une banque serait potentiellement d'accord pour me prêter cette somme, alors même que moi j'avais l'impression que cette somme me mettait le couteau sous la gorge, quoi. Bah oui, le banquier c'est son intérêt, plus il te prêtera de toute façon, plus il touchera d'intérêt sur le capital qu'il t'aura prêté, donc lui il va pas chercher à... Tu vois, souvent on a l'impression que les gens cherchent à... Enfin, je dis les gens, mais moi la première, tu vois, on cherche à avoir la capacité d'emprunt maximum, tu vois. On est hyper content quand le chiffre est élevé, on se dit super, plus je peux emprunter, plus la maison que je vais acheter, elle est grosse, genre une bonne maison. etc. Voilà, exactement. Et en fait, potentiellement, ça peut mettre dans des situations compliquées. Et en plus, c'est sur 20 ans, 25 ans, et donc ça veut dire que pendant 20 ans, 25 ans, on ne peut plus faire ces autres projets à côté, et la seule façon de les faire, c'est d'augmenter ses revenus. Et là, on revient Exactement. C'est un cercle complètement vicieux parce que on va être obligé on va courir après un job mieux payé, une augmentation, et donc on va essayer de travailler plus, probablement dans des conditions de travail qui seront pas toujours hyper favorables, ou en tout cas respectueuses de l'équilibre de vie, quoi. Et comme on disait tout à l'heure, plus on va chercher à gagner plus on aura des occasions de dépenses aussi, parce qu'on aura envie, comme tu dis, ce sera dans des conditions qui seront plus exigeantes, donc tu auras envie d'encore mieux profiter de cet argent-là. Et du coup, ton objectif, ce sera pas de baisser un peu la pression, ce sera juste d'encore plus, peut-être, faut pas rentrer non plus dans la caricature, mais tu auras encore plus d'occasions de dépenses, et du coup, tu seras encore plus perdu, du coup, dans cette allocation de ces nouvelles ressources. C'est vraiment un risque. Et puis, il y a même le risque inverse, c'est-à-dire que tu aurais beau espérer à un moment donné où tu fais ton crédit immobilier que dans le futur, tu aies des revenus supérieurs, mais admettons que l'inverse se produise et que tu aies des revenus inférieurs, là, à ce moment-là, tu exploses ta capacité d'endettement, et puis si tu as été trop optimiste au moment où tu as souscrit à ce produit, ce bien immobilier, tu te brides complètement sur ta capacité qu'on appelle, nous, la marge arbitrable
chez nous, mais cette capacité à faire des choix, c'est vraiment ta liberté qui est en jeu quand tu fais ce genre de choix. Non, mais c'est vrai qu'on peut avoir la naïveté de se dire que nos revenus vont être linéaires à la hausse. On va forcément toujours gagner plus sur une carrière, même si c'est juste un petit peu plus, tu vois. Mais en fait, moi, j'en suis l'exemple parfait, quoi. J'ai 32 ans et j'ai 8 ans, 10 ans de revenus qui n'ont fait que le yo-yo, quoi, parce que j'ai changé plein de fois de job, de statut, etc. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est pareil aussi, quoi. Oui, parce qu'on a envie aussi, parce qu'on est dans une génération et dans une société qui a envie de ces changements, qui les accepte, ces changements-là, et cette volonté de pouvoir changer de métier, de rythme de travail aussi. D'ailleurs, quand on dit, en fait, si on a emprunté de l'argent pour s'acheter une maison ou autre, hein, et qu'on est aux capacités max de remboursement et qu'on n'a plus de marge de manœuvre, c'est pas juste plus de marge de manœuvre pour partir en vacances ou s'offrir des loisirs, aller au ciné ou au parc d'attractions, c'est aussi plus de marge de manœuvre pour des changements de vie. Par exemple, il y a des gens qui s'empêchent totalement de sortir d'un job qui les rend malheureux, de changer de voie professionnelle parce que tous ces changements-là sont des mises en risque qui sont trop importantes. Exactement. Pour avoir un impact financier beaucoup trop important. Et ça, c'est moi je trouve ça. Ils sont pris au piège. Ouais, je trouve ça tellement triste en fait. Je trouve ça tellement triste. Et du coup, faut avoir c'est un peu une mise en garde qu'on fait tous les deux, quoi. C'est-à-dire que acheter sa résidence principale, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas le faire, quoi. Mais il faut vraiment, vraiment être précautionneux dans la manière dont on décide d'emprunter l'argent, quoi. Est-ce qu'on l'emprunte au maximum ou pas, quoi. Ouais, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas une question que de taux d'endettement. C'est que si tu achètes un appart, t'as les conséquences en termes d'impôts fonciers, en termes de charges de copropriété, que la banque va même pas forcément chercher à inclure dans ton le fameux calcul du reste à vivre. Tu vas même avoir peut-être une maison plus grande, moins bien isolée, que tu vas devoir plus chauffer, etc. C'est l'ensemble des coûts qui peuvent avoir un impact. Et si du coup t'as pas conscience de ce budget déjà à la base, c'est vraiment une question de maîtrise budgétaire ici. Ce choix-là, il faut comprendre tous les impacts qu'il peut avoir du point de vue budgétaire et pas seulement patrimonial, en se mettant à l'abri de ne pas avoir de toit quand la disette, ou en tout cas pour la retraite, quoi. Écoute David, on arrive sur les questions de la fin. J'ai presque envie de dire la question de la fin. Ouais. Pour terminer, j'ai envie de te poser cette question. C'est quoi pour toi être riche ? Bonne question. Tu sais pas à quel point elle est pertinente parce que quand j'ai commencé j'avais pas encore rencontré Cédric et j'avais pas encore décidé de devenir coach du coup. Mais j'ai créé un petit blog qui s'appelait comme ça. Donc pour moi, être riche, c'était forcément à l'époque au tout départ, être libre de pouvoir faire et vivre tout ce que je voulais vivre dans la vie sans avoir à réfléchir, à avoir de contraintes financières. Donc il y a toujours une part de vérité dans cette définition de la richesse parce que finalement être riche c'est pas accumuler une somme d'argent qui soit monstrueuse et qui soit sans cesse en augmentation. Ma définition de la richesse, elle va se retrouver beaucoup dans la définition de l'indépendance financière finalement. C'est d'abord la capacité à quand même être libre de vivre ce que j'ai envie de vivre sans trop de difficultés, sans trop de contraintes financières. Sans trop de contraintes financières quand même. Mais idéalement, en remplaçant quand même progressivement les revenus d'activité par les revenus passifs. Donc encore une fois, dans cette fameuse définition de l'indépendance financière, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais on parlait tout à l'heure là de courir toujours après l'argent. C'était un peu cette image de la rat race qui parle peut-être aux gens qui s'intéressent aux finances personnelles et qu'on remplace par le modèle de l'indépendance financière qui consiste à remplacer ses revenus d'activité par des revenus passifs pour pouvoir ne plus avoir forcément à travailler de façon contrainte pour payer d'abord son train de vie contraint et ensuite même ses projets et ses loisirs, etc. Donc tout le monde n'aspire pas forcément à cette indépendance financière ultime, mais tout le monde peut s'en rapprocher. Pourquoi ? Parce que c'est un ratio, l'indépendance financière. C'est combien j'ai de revenus passifs qui couvrent mon train de vie. Et tu peux progressivement augmenter tes revenus passifs. T'es pas obligé d'avoir 100% de tes revenus passifs pour vivre et pour gagner un peu en indépendance financière. Et t'es pas non plus obligé d'avoir un train de vie complètement démesuré pour atteindre cette indépendance financière. Donc
plus tu as un train de vie qui est maîtrisé, avec des dépenses sans gaspillage, moins tu as besoin de revenus pour pouvoir couvrir le minimum qui te permet de vivre sereinement et en toute indépendance. En toute indépendance et au-delà de l'indépendance, en toute plénitude, c'est-à-dire au sens où tu peux accomplir tout ce que tu as envie d'accomplir. Et je vais revenir à ça parce que du coup, tu me parles. Je vais remplacer la question être riche. On vient de revoir un petit peu nos indicateurs là par rapport à nos clients dans les accompagnements. Je ramène ça au coaching, je me permets. Être riche, c'est comment je peux m'accomplir financièrement. Et pour nous, l'accomplissement financier, c'est trois indicateurs. C'est la sécurité financière. Donc, avoir suffisamment pour faire face aux imprévus, par l'épargne de précaution, par exemple. C'est, dans un deuxième temps, avoir des marges de manœuvre. Comme on le disait à l'instant, c'est ne pas être bridé dans ses choix parce que je suis pris dans un train de vie que je ne maîtrise pas et qui me force à toujours travailler d'arrache-pied pour pouvoir l'assumer. Donc, c'est être libre, me sentir libre d'allouer mes ressources à ce que j'ai envie, là où j'ai envie qu'elles aillent. Et c'est, en troisième point, ce sentiment de plénitude, cette capacité à accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Et finalement, cette définition de la richesse pour moi aujourd'hui, ce serait ces trois indicateurs-là. La sécurité, la liberté et la plénitude dans la capacité à s'accomplir sur tout ce qu'on a envie de... J'ai l'impression que c'est une bonne conclusion, David. Est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et où est-ce qu'ils peuvent retrouver Plénitude Finance, sachant que je mettrai tous ces liens compléments du podcast. Alors moi, personnellement, ils peuvent me retrouver sur LinkedIn, David Béniguet. Ils peuvent retrouver Plénitude Finance sur le site de Plénitude Finance, PLENIT-6, finance au pluriel.fr. Parfait. Bah écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée et encore merci pour tous ces conseils, merci de nous avoir accompagnés. Merci à toi d'avoir fait émerger toutes ces idées et d'avoir initié ce podcast, Delphine. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt à toi aussi.